sans culture, il est agronome. Christian Dion fait dans l'agricole. Mais laisse-moi 2 semaines quand ils parlent derrière leur micro. Dion est couture, Dion est couture, Dion est couture. Remettez les pendules à l'heure. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dion et je suis accompagné de Alexandre Couture. Salut Alex! Hey, salut Christian! Alexandre, Comment tu vas? ça va très très bien. Écoute Alex, une émission un peu spéciale, notre 12e épisode, donc ça fait 1 an qu'on fait cette émission-là ensemble. Hey, 1 an à remettre les pendules à l'heure ensemble. Yes sir! Puis non, j'ai bien À du plaisir. démystifier l'actualité. Exact. Ça fait 1 an qu'on s'amuse à faire ça. On est rendu avec notre jingle, notre petit logo, notre image de podcast. À soir, malheureusement, la console que je t'ai prêtée, elle ne semble pas fonctionner avec ton iPad. On va Ouais, remédier. c'est peut-être mon talent en électronique, là. Ça, l'histoire ne le dit pas. On va trouver la solution. Ouais, c'est ça. Bon, puis pour aujourd'hui, on va offrir l'émission libre pour tout le monde. Ça va vous montrer un peu qu'est-ce qu'on fait un peu sur le Patreon. Parce qu'on s'entend que le premier défi, c'est d'amener le monde à écouter des podcasts. Le deuxième défi, c'est d'amener le monde à s'abonner sur un Patreon pour en avoir un petit peu plus. Bon, c'est sûr que c'est pas tout le monde qui va dire hein, ouais, payer. Ouais, mais il y a des frais reliés un peu à ça. Fait que c'est d'un peu d'essayer d'aller chercher un peu de fonds pour pouvoir s'équiper. Comme là, l'ancienne console que j'avais, c'est Alex aujourd'hui qui l'a. Moi, je me suis upgradé pas mal de consoles. J'en ai une qui est pas mal plus grosse, meilleure qualité aussi. Donc, toujours pour essayer d'améliorer le son autant que possible. Ah oui, exact, là, pour que tout le monde ait du plaisir à écouter. Exact. Hey, Alex, je ne sais pas sur quelle application tu écoutes les podcasts d'habitude, mais si tu l'écoutes via Spotify, puis ça, c'est bon pour tout le monde, depuis le podcast que j'ai fait avec Audrey Fontaine des Jardins de la Brouette, si vous allez vers la fin de la description du podcast, il y a une question à laquelle vous pouvez répondre. Fait que, à cette heure, avec les podcasts, je vais m'amuser avec ça. Une petite question que vous allez pouvoir aller répondre. Donc, la question que j'avais posée avec Audrey, vu qu'on parlait de semences, jardinières et tout, allez-vous faire un jardin en 2022? Fait que j'ai eu ma première réponse ce matin. Fait que j'ai vu qu'est-ce que ça me donnait. J'ai reçu un courriel pour m'avertir que j'ai eu une réponse. Je peux aller consulter la réponse via la plateforme Anchor, celle que j'utilise pour lancer des podcasts. Fait que c'est une petite nouveauté qui est pas mal le fun. On s'amuse avec ça. Et puis aussi, si vous l'écoutez via Spotify ou encore via Apple Balado ou Apple Podcast, vous pouvez appeler ça comme vous voudrez, d'aller donner une note aussi. 5 étoiles. Hein? Au moins. Ben là, c'est un minimum. Peux-tu coter 6 puis 7 ou? Non, c'est maximum 5. Ah, t'es bloqué. Ah. Ouais, c'est maximum 5. Puis sur Spotify, si vous ne l'avez jamais écouté sur Spotify, vous ne pouvez pas donner une note. Vous devez l'écouter pour pouvoir donner une note. Mais si la note est plus haute, t'es-tu, je ne sais pas, y a-tu de la pub qui se fait automatique? Non, il n'y a pas de pub, non? ça ne me donne pas d'argent, sauf que au niveau des classements, c'est que ça va me donner une chance pour être plus haut dans les classements. Donc, OK, tu vas sortir en premier. Mon podcast, mettons, si vous tapez dans les moteurs de recherche, il va sortir plus haut dans les moteurs de recherche. Fait que c'est des petits trucs de même là, qui est pas mal de fun. Ah, ben super. Fait qu'on vous invite à voter. Yes, sir. Hey, Alex, au moment de la diffusion de l'émission, ça va être ta fête! Bonne fête, presque! Alex. Imagine, toi, 43 ans, je vais avoir cette semaine. 43 ans, hey! Ça s'en vient! Ça s'en vient! Hey! Mais j'ai pas encore de lunettes de lecture, là. Ah! Ah! Toi, t'en as? Ben oui, moi, je suis rendu avec ça. Là? Ben oui, je suis rendu là. Ça te donne un air intelligent, mais... Merci beaucoup. Écoute, Alex, tu sais, quand on vieillit, là, le nez et les oreilles continuent de grandir. Mais... Ouais, puis le poil sort par le nez aussi, puis par les oreilles. Hein? Puis un autre effet, Puis... les bras nous rapetissent. Fait qu'on a pas... Moi, ça m'est pas arrivé encore parce que, je vais dire, après 2 semaines intenses du printemps, là, mes bras, ils rallongent. Moi. Ah oui, avec la manipulation de poche. Hey,
Ah non, avec la bédaine, j'ai jamais vraiment eu de bédaine, mais mettons 40 par en dedans. J'ai perdu le livre, même si j'en ai pas à perdre. Non, t'as jamais eu vraiment de poids à perdre, toi. En tout cas, je t'ai jamais vu ben gros, remarque, là. Le plus gros poids que tu perds, c'est quand tu te coupes les cheveux. Mais moi, je pense que la bière, ça fait maigrir. En tout cas, c'est ça que j'ai réalisé. Ouais, ben, c'est peut-être le petit goût citronné qui est dans l'IPA. C'est ça qui fait maigrir. Ouais, c'est ça, sa petite Floride, ça, c'est un petit ingrédient secret. Aïe. Non, ben, c'est ça, ce printemps, il est arrivé que j'avais une tie rod à changer sur le tracteur. Fait que je remplace ça. Puis là, il faut aligner le tracteur. Puis pour l'aligner, il faut que tu mesures en avant, mesures en arrière, tu sais. Fait que quand je mesurais en arrière, j'étais comme pris les épaules entre le pneu puis le frame. Fait que là, le tape, là, j'avais de la misère à voir les lignes sur mon tape à mesurer. Là, je pense que j'ai peut-être un problème. Fait que là, mesure en arrière, mesure en avant, mesure en arrière, mesure en avant. Tu sais, fais mes ajustements et tout. Quand on enligne le tracteur, c'est comme un 10 roues, il faut que ce soit un quart de pouce plus fermé en avant. Un quart de pouce. Okay. Fait que j'ajuste ça, je suis correct, c'est beau, j'ai mon quart de pouce, serre ça, merci, bonsoir, on s'en va planter. Un moment donné, je plantais, puis le tracteur, je trouvais qu'elle accroche. Là, c'était anormal. Fait que là, je barre le différentiel, tu sais, puis je ralentis d'une vitesse. J'ai un planteur haute vitesse, j'ai ralenti d'une vitesse. Puis tabarouette, ouais, c'est peut-être à cause du coup de décompacteur de l'année passée. Ça fait comme des roulières, tu sais, le tracteur n'a pas sur le GPS, fait que ça va pas tout croche, puis le tracteur, il suit ça. Ça reste de même. En tout cas, je finis ma journée comme ça. J'en ai planté une bonne grandeur à m'enchaîner de même. Fait que un moment donné, je rentre le tracteur dans le garage, puis là, je taponnais autour, puis là, je regardais les roues. On dirait que j'en ai une qui est trop serrée par en dedans. Je remesure ça. Finalement, j'avais pas un quart de pouce. J'avais 1 pouce écart de différence. T'étais donné un papier lousse. Ouais, c'est ça. Là, réajuste le tracteur encore une fois. Mesure en arrière, puis là, j'avais encore de la misère à voir les lignes sur le tape. Là, non, là, il faut aller chercher les lunettes. Là, je pense que je suis vraiment rendu là, j'ai pas le choix. Fait que, ils vendent ça pas cher au Canadian Tire à l'entrée. Une pièce écart au Dollarama, puis 20 pièces aux Jean Coutu. T'as même affaire, tes mêmes lunettes. Non, pas en tout. Ah non, la qualité n'est pas pareille chez Jean Coutu, par exemple. Ah, OK. C'est quand tu veux laisser des lunettes que tu veux laisser traîner partout, tu prends les autres à une pièce écart, là, ça fait pas mal au cœur dans ce temps-là. Tu peux y perdre. C'est ça. Là, la seule affaire que je vais m'informer éventuellement, là, ça ne presse pas pour tout de suite, là, parce que ma vue n'est pas encore ajustée. Savoir, est-ce que je peux me faire opérer pour les presses BC? Si j'ai déjà été opéré une fois que j'étais myope. Oui, ben moi, je me suis fait opérer pour la myopie il y a 3 ans. Puis, je n'étais pas presbyte encore, fait qu'ils ne pouvaient pas m'opérer, mais ils pouvaient le faire en même temps. OK. Tu avais été où pour le fun? Trois-Rivières, Chirurgie Vision. Ouais, Francis Roy, là. Francis Roy, exact. C'est là que j'avais été, ouais. C'est pas mal. Ça a été excellent. Ça dure 5 minutes extrêmes, mais sinon, c'est vraiment simple. Ouais, c'est ça. Tu peux pas te faire anesthésier totalement parce que tu as les yeux ouverts quand tu te fais opérer. Ah non, j'ai failli perdre connaissance. Tu fais le premier œil, ça sent le cochon brûlé. Là, quand il commence à brûler le deuxième, là, j'ai commencé à avoir chaud. Moi, quand j'y avais été, j'avais une grippe ou un rhume, en tout cas, je toussais. Fait que j'étais à la table d'opération, il tape le front. Je me mets à tousser. Il dit, t'as pas pris ton sirop? Ah oui, je l'ai pris. Attends un peu, on va donner d'autres choses. Fait que, il me redonne, je pense, des empracettes. Il m'envoie dans la salle de repos. L'infirmière est venue me réveiller. En tout cas, je dormais tout le temps. Tu sais, je suis pas quelqu'un qui j'ai jamais pris de drogue de ma vie. Mais là, prendre un médicament fort de même, là, écoute, ça m'a fessé, là. J'étais couché, j'étais knock-out durant l'opération. T'as rien senti, là, toi. Rien senti. Non. Hey, écoute, Alex, il n'y a pas tellement longtemps, je pense que c'était au mois d'avril, fin avril, tu as fait un post Facebook. Là, suite à mes tournées de chant de céréales d'automne, j'ai fait un post Facebook. Mais par rapport au sentier de motoneige et aux céréales d'automne et tout ça, tu sais, tout l'hiver, on voyait toujours des posts qui disaient « Hey, je vois une trace de skidoo qui a passé par-dessus ma prairie de luzerne, une trace de skidoo qui a passé par-dessus mon blé d'automne. » Tu sais, tout le monde se plaignait de ça. Puis
évidemment, ceux qui font du skidoo et qui connaissent pas l'agriculture, connaissent pas l'impact aussi que ça peut avoir. Tu dis, ouais, je peux pas croire qu'une maudite trace par-dessus 3 pieds de neige peut avoir une influence sur quelque chose qui est en dormance en dessous de tout ça. Tu sais. Mais là, chez le producteur, moi, c'était flagrant. Là. Je fais le tour du champ, puis là, je vois vraiment une trace qui traverse. Là, je vois à la largeur du pont de la motoneige, je vois même les skis, puis là, je suis capable de suivre la trace parce qu'elle a traversé de façon vraiment transversale le champ. Puis j'ai pas repris de photo, mais le même skidoo, il est revenu plus loin, puis on voit encore la même trace. Fait que je prends ça en note. Tu sais. Fait que le producteur, il est pas avec moi. Fait que après ça, je vais voir le producteur. Je dis, crème, mais est-ce que tu qu'il ait passé un skidoo cet hiver dans le champ? Je peux pas croire que ça allait fait ça, mais oh oui. Il dit, il y a un skidoo qui a passé cet hiver. Ils dit, on y a permis. Ils dit, on y a permis l'année passée de passer. Mais il dit, cette année, on était gênés de dire de ne pas passer. Tu sais, on y a permis l'année passée. Cette année, c'était en blé d'automne. Fait que, regarde, on s'est dit que ça ne serait pas si grave. Fait que le gars, il avait la permission de passer. Fait, mais il a juste passé une fois. Le gars, ça, c'était à Nicolette. Là, fait que le gars, il passait plus de Saint-Grégoire vers Nicolette. Mais on voyait vraiment, vraiment la trace. Puis le producteur, il dit, oui, il dit, je t'allais prendre des photos, moi aussi. J'en revenais pas, là. Tu sais, c'est une terre qui est quand même super planche. Fait que juste la petite trace que ça a faite, ça l'a retenu l'eau un peu dans cette petite bande-là. Puis ça a fait mourir le blé juste à cet endroit-là. Je suis retourné voir le champ aujourd'hui parce que là, on va le traiter pour un fongicide. Il est impeccable, le champ, sauf ces 2 traces-là qui ont passé bord en bord, là. Fait que suite à ça, j'ai juste fait un post pour conscientiser, puis pas pour pointer du doigt le gars qui a fait ça, parce que, comme je l'ai dit, il avait la permission de passer. Le producteur, il a permis. Mais juste pour dire, hey, les gars, tu sais, quand on met un sentier puis qu'il y a des producteurs qui mettent des pancartes, ne passaient pas, bien, il peut avoir des conséquences. Puis voici une conséquence. Là, c'était clair, là. C'était clair net. Il y avait une photo, puis si je vais dans le champ, je vais aller vous le montrer. C'est clair. Fait que j'ai posté ça, et là, c'est un dimanche matin, et c'est parti comme une traînée de poudre, cette patente-là. On est rendu à combien de partages? Je viens d'aller voir, tu es rendu à 1949 partages de ce post-là. Puis en passant, il peut se promener en skidoo n'importe où, là. Il l'a eu gratis, là, puis c'est un territoire autochtone non cédé, hein? Ah oui, évidemment. Ça, ces terres-là, ils ont été donnés par les curés dans le temps. Fait que le producteur, là, il n'a jamais payé cette terre-là. Là, ça lui a été cédé. Donc, moi, comme motoneigiste, j'ai le droit. Là, tu sais, ça appartient à la société, de cette terre-là. Fait que, on pourrait-tu aller faire un party chez le gars qui a écrit ça? Dans le fond, c'est un territoire non cédé. Hey, moi, sérieux, le moineau qui a écrit ça, j'ai envie de dire, parfait. Et toi aussi, tu as ta maison sur un territoire non cédé. Toutes les terres au Québec, c'est des territoires non cédés. Officiellement, c'est des Européens qui sont arrivés ici, là, puis qui ont pris des terres. Là. Fait que je vais aller faire une piste de motocross autour de ta piscine. D'après moi, ça ne te dérangera pas. J'ai le droit. C'est un territoire non cédé. Ah non, mais tu sais, tu as des commentaires imbéciles comme ça ou genre, hey, ça n'a pas rapport, là. C'est pas une trace de motoneige, c'est trop large. Tu sais, maintenant, tu prends une photo, là. J'ai quand même pas fait un film d'une demi-heure pour montrer la trace avec un drone, là. Fait que c'est sûr que dans certaines places où ce que c'était plus bas, la trace de motoneige a fait qu'il y a un lac d'eau qui s'est formé autour de la trace. Fait que oui, c'est plus large que la trace de motoneige en soi, là. Mais de toute façon, je n'ai vu d'autres champs, là. Fait que si je poste ça, c'est parce que je sais que c'est une trace de motoneige. On voyait clairement les 2 skis et le pont. Ah oui, puis tu sais, après ça, il y a d'autres mondes, des producteurs qui m'ont envoyé des photos de leur champ puis qu'on voyait la même affaire. Tu sais, qu'ils n'ont pas fait de post Facebook avec ça, là, mais exactement la même chose que tu voyais la trace de motoneige. La trace, pas les traces, parce qu'imaginez les trails de skidoo. Je ne sais pas si tu as vu, Christian, des trails de skidoo qui traversent des prairies. Oui. De quoi ça a l'air encore aujourd'hui. Ah, tu peux la retrouver sur Google Maps, tu n'auras pas de misère. Là. Ah ouais, ça prend 3 semaines après que tout verdit, avant que cette section-là commence à verdir. Et de toute façon, je le vois ici de chez nous. J'ai fait une patinoire pour le fun sur mon gazon cet hiver. Puis ça fait 2 fois que je tourne le gazon tout le tour. Puis dans cette section-là, c'est encore tout jaune, puis il commence à pousser des brins verts. Mais c'est un peu le même principe que ça, une trail de skidoo. C'est tu tapes, le gel descend plus profond. Fait que ça vient vraiment affecter la plante qui est là.
passer une fois, on a l'impression que ça n'a pas d'impact, mais ça en a quand même. C'est un peu plus froid, mais surtout, ça retient l'eau. Puis pour ce qui est de luzerne ou blé d'automne ou seigle d'automne, juste le fait de retenir un petit peu l'eau, ça paraît beaucoup. Oui, effectivement. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment pour conscientiser, puis aussi pour pas que les motoneigistes perdent leur droit de passage. Parce que moi, je connais des gens là, qui s'occupent d'aller sonder des producteurs pour dire « Hey, on veut passer chez vous cette année ». C'est des producteurs qui vont voir des producteurs, puis chaque année, ils ont de plus en plus de difficultés à obtenir des droits de passage pour les motoneiges à cause de comportements comme ça. Fait que, on voulait juste conscientiser, regarde, c'est un privilège, on appelle ça un droit de passage, mais c'est pas vraiment un droit, c'est un privilège de passage qu'on a. Puis les producteurs là, qui prêtent le terre, là, ça leur fait plaisir. Moi, le producteur en question, Nicolette, là, il était content, il dit « J'en fais, Alex, de la motoneige, moi aussi. » Mais il dit « On les prête nos terres, puis ça nous fait plaisir. On veut juste pas que le monde se penche chez eux, chez nous. » Respecter les trails, on vous a cédé un endroit, on sait qu'on va perdre de l'argent là-dedans, c'est pas grave, on l'assume, ça nous fait plaisir, on aime ça, ce sport-là. Mais il faut que ça reste comme ça. Là. Si tout le monde décide que c'est pas grave, comme plusieurs commentaires, que si tu retournes lire le commentaire, il y en a que « Ah non, c'est pas grave, moi, je passe partout où ce que je veux, puis ça dérange pas. Là. Je fais de la motoneige, c'est mon sport, je vais bien passer où ce que je veux. » Fait que quand c'est ça, les comportements et les commentaires que tu as, ben, ça se peut que d'ici 4-5 ans, il n'y en ait plus de droit de passage. Personne ne va être gagnant. Le tourisme, tous les trails là, qui s'en vont au Lac-Louise ici, puis un peu partout, on veut les garder. Là. Fait que, s'il vous plaît, respectez les sentiers balisés. Good. Puis si on compare ça vite, Sébastien Anger, au mois de novembre l'année passée, fin novembre, il avait fait un post pour montrer des dommages que Skidoo pourrait faire quand tu startes avec ça dans un champ. C'est ça, lui, il avait son sled de montagne, là, hyper agressif. Là. Il nous montrait ça. Hein. OK, oui, OK. Non, on rit de Sébastien. Ah, mais lui, son post, il s'était rendu quand même à 3423 partages. 82 410 vues. En plus d'avoir eu pas une mention, là, mais un article justement sur ce post-là dans le Nouvelliste. Mais c'était intéressant. Puis, tu sais, ça a été partagé justement pour expliquer. Regarde, quand je donne un coup de gaz avec un skidoo de montagne comme ça, avec des palettes de 3 pouces, là, c'est sûr que ça descend jusqu'en bas. Là. Oui, puis il montrait des dommages que les cultures avaient aussi en dessous de la neige, là. Oh, oui, vraiment. Fait que, non, c'est en lien un peu avec tout ça. Là. Fait que, en espérant, en tout cas, ça a été vu énormément de fois, là, en espérant que ça fasse comprendre à tout le monde de respecter le sentier. Puis, tu sais, c'est une minorité qui ne respecte pas. Là, je veux pas. Ça m'a donné, tu mets un post comme ça, puis tout le monde se sent visé, là, mais il n'y a même pas, d'après moi, il n'y a pas 5% des motoneigistes qui ne respectent pas. Là, la plupart respectent. Là. C'est juste pour les quelques récalcitrants, là, s'il vous plaît. Chez vous, faites ce que vous voulez sur votre gazon puis sur votre terrain. Si vous payez taxe chez vous, là, faites ce que vous voulez. Mais quand quelqu'un vous prête une terre, vous n'êtes pas chez vous. Fait que, s'il vous plaît, respectez ses droits. Good. Puis, j'ai regardé l'année passée, parce que là, tu es rendu comme habitué de faire des posts qui ont vraiment de l'impact là, sur Facebook. Ouais, qui punch. Qui punch pas mal. L'année passée, tu en avais fait un qui parlait des vers fils de fer puis des insecticides. Il s'est rendu quand même à 516 partages. Puis, tu as eu droit aussi à être invité dans un reportage qui parlait des insecticides, dans un reportage de Radio-Canada. Oui, exactement. Ouais. Fait que ça t'a donné de la visibilité, veux pas, là. Ouais, moi, je pense qu'à ma retraite, là, Christian, là, je vais être comme un Denis Lévesque. Là, je vais faire des entrevues et des trucs comme ça. Hey, sur un autre... Hey, Alex, tant qu'à parler, ben là, on parlait des céréales d'automne. Dans le blé d'automne puis tout. Tu vas nous faire un petit topo ce printemps sur le blé d'automne, les céréales d'automne que tu as vues. Puis tant qu'à faire, probablement que tu dois suivre dans tes clients des champs de foin. Oui. Moi, de mon bord, en tout cas, j'en ai du blé d'automne. La survie est là. Mais là, je l'ai arrosé aujourd'hui, puis il y a une planche qui est encore en train de me dire j'aurais peut-être dû la scraper. Mais tu sais,
on va le laisser aller, là, on va voir qu'est-ce que ça va donner. Là. Peut-être que ça va être bien bon pareil, mais en tout cas, tu sais, dans mon cas, c'est parce que j'ai pas mis d'engrais l'automne passé. On aurait dit que ce printemps, il voulait pas starter. Il voulait pas. Il a manqué de gaz pour starter. Je regarde mon voisin Olivier qui, lui, avait mis de l'engrais l'automne passé. Il a eu un beaucoup plus beau départ au printemps. Mais moi, en tout cas, il traîne de la patte, là. Pas mal. Mais je suis pas... Il y a quand même... Est-ce que tu as d'autres clients, mettons un peu comme moi, qui n'ont pas mis d'engrais? Juste pour comparer des pommes avec des pommes ou... qui n'ont pas mis d'engrais, oui. J'en ai un dans le seigle parce que c'est de l'engrais ou du fumier à l'automne. Tu sais, du fumier, je vais considérer ça comme de l'engrais à l'automne. C'est pas tant de l'azote qu'on veut. Là, on veut phosphore, potasse. On veut vraiment le mettre dans un environnement fertile. Ouais, j'en ai un dans du seigle, il n'en avait pas mis de fumier dans une section. Puis son seigle est vraiment moins beau dans cette partie-là. Moi, j'avais mis des bouts de papetière. Finalement, c'est pas du fumier. Là. C'est loin d'être du fumier, ouais. C'est même... je veux pas dire que c'est l'inverse du fumier. Là. Ça apporte un beau carbone et tout ça, là, mais ça apporte pas d'éléments fertilisants. Fait que même souvent, il faut que tu amènes un peu de fertilisant aussi pour réussir à décomposer ça. Là. Fait que ça cherche même à hypothéquer une petite affaire, les fertilisants que tu mets là. Fait que... moi, ce que j'ai vu dans toutes mes tournées de céréales d'automne, on voit bien le clash entre le seigle d'automne et le blé d'automne. Le seigle, c'est probablement 3 fois plus rustique que le blé. Là. C'est incroyable. Là. Tu mets ça pas loin de chez vous, là, tu as une productrice là, qu'on a semé du seigle d'une terre hyper difficile, compactée, qu'on a vraiment de la misère. On a mis du seigle, puis à l'automne, il a mouillé, puis ça a fait un lac pendant une couple de jours. Ben, crime, je l'ai remarché aujourd'hui, ce seigle-là, on l'a fertilisé ce printemps. Il sera pas parfait, là. C'est pas un seigle à 3 tonnes à l'autre, mais quand même, il s'en sort super bien. Puis je suis convaincu que si on avait mis un blé d'automne, je le scrapais à 100%. Je suis convaincu. Fait que le seigle est beaucoup plus rustique. Sauf que ça donne beaucoup moins de rendement aussi qu'un beau champ de blé d'automne. Moi, ce que j'ai vu d'un facteur de succès du blé d'automne, le premier, là, la date de semis. Cette année, plus ça a été semé tôt, plus il est beau. Je n'ai vu un tantôt, là. Tu vois pas en terre. Là. Tu regardes là, par-dessus, là, tu vois pas le sol tellement qu'il y a de brin. Là. Il va passer le test du iPad. Là. Tu sais, c'est quoi le test du iPad? Non. Non? Tu sais, t'as pas écouté le King Wheat, Wheat Pete, une conférence l'année passée, là, le genre de gars, chef des rendements dans le blé, là, qui a fait 13 tonnes hectares. Là. Moi, je sais qui est Wheat Pete, là, mais non, je suis pas au courant. Le test du iPad, là, c'est un coup que c'est épié, là. Ce que tu veux, pour avoir du rendement, c'est pas compliqué. C'est un nombre de grains au pied carré. Ouais, au mètre carré. Que tu veux obtenir. Fait que pour avoir beaucoup de grains au pied carré, il faut que tu aies beaucoup d'épis au pied carré. Mais à un moment donné, tu as tellement d'épis au pied carré que tu peux mettre ton iPad à l'horizontale puis il va tenir. Ah oui? Il ne tombera pas dans le canopé. Là. Il va rester accroché. Fait que ça, c'est le test du iPad. Mais moi, j'ai mis au défi le producteur tantôt. Il est tellement beau, son blé, il a tellement talent. J'ai dit, je pense qu'on va passer le test du iPad. En tout cas, on mettra un iPad mini, là, s'il faut, là. Mais d'après moi, on va être capable. Ça, c'est un signe de rendement parce que, évidemment, plus tu as des pieds au pied carré à 32 grains par épi, exemple, tu vas finir par avoir du 4 tonnes et quart à l'autre, là, dans certaines sections. Là. Fait que, mais c'est ça. Fait que pour le rendement, les semi-hâtifs, évidemment, tu l'as mentionné tantôt, la fertilisation dans le blé, ça a fait toute la différence. Là. Parce qu'un blé que tu fertilises à l'automne, il va décoller plus vite. T'sais, il va comme gagner un stade. Et quand tu gagnes un stade, c'est qu'il va pogner le talage avant l'autre. Puis plus tu as de tal pour passer l'hiver, ben plus tu vas avoir des pieds au printemps aussi. Là. OK. Fait que ça fait une grosse différence. Là. Fait que moi, en général, dans la région ici, je ne veux pas parler pour toutes les régions, là, mais dans la région du centre du Québec, c'est une belle année en survie des céréales d'automne. Puis des luzernières aussi. J'ai des luzernières incroyables. Là. Tout ce qui était bien implanté l'année passée puis qui était beau, t'as autant de population cette année. Là. Et même plus. Là. Fait que non, ça va être une super belle année. Fait que
Les granges sont pleines de foin déjà. Tu sais, les gens ils ont fait une belle récolte l'année passée. Là, ça s'enligne pour une super récolte. Fait que je pense qu'après la première coupe, il va se scraper des prairies so-so pour faire du soya, là, pour aller chercher une plus grande rentabilité. Ouais, au prix qu'il y a du soya, là. Surtout si le foin est en masse, là. Ah, le foin, il y en a en masse, il se donne. Les granges sont pleines. Fait que les gens, ils disent, regarde, on va aller se chercher une belle première coupe qui représente habituellement 60% de ton rendement de prairie de l'année. Ben après ça, tu vas faire un soya pour aller chercher une tonne, point 2. Puis tu vas aller chercher un revenu de 7 à 900 piastres de l'autre, mettons, là, en revenu brut. Là. Oui. Ah, ça vaut la peine. Oh oui, clairement. Fait que c'est ça. Fait que super année pour céréales d'automne. J'ai hâte de voir le rendement qu'on va avoir. Mais là, il est en train, tu vois, le seigle il est dans la gaine, là, il est en train d'épier. Il y a de l'eau dans le sol. Il s'en vient quand même de la chaleur aussi. Fait que il n'y a rien qui peut empêcher le rendement là-dedans. Puis le blé d'automne, la feuille étendard est en train de sortir cette semaine. Fait que lui aussi, c'est pas trop inquiétant. Là. Il y a assez d'humidité. L'année passée, à pareille date, on est en grosse sécheresse. Oui, c'est ça. Mais là, c'est pas l'eau qui manque cette année. Là. Non, c'est pas l'eau qui manque. Même, là, nous autres, on était quand même pas si pire épargnés en fin de semaine passée. On n'a pas eu tant d'eau, mais on a eu de la grêle à des places. Là. Puis du maïs qui a été grêlé, moi, passablement, dans certains endroits, là, qui ne reste plus de feuilles de maïs. Là. À tabarouette, OK. Oh, non, il y a eu des micro-rafales à des places. Puis, mais tu sais, du maïs jeune à 3-4 feuilles, là, c'est pas bien grave, même s'il se fait grêler. Non, il va se replacer, ce ne sera pas tellement long. Là. Non, c'est ça, c'est moins épais qu'un gel, là, fait que c'est pas grave. Puis quand tu parlais de semer de tôt, on parle de quoi? 20-25 avril? Avril. Septembre, excuse. Ben ouais, puis gros max. Je te dirais plus 15 à 20 septembre. Là. Parce que moi, j'ai tout le temps semé ça, tout le temps au mois d'octobre, parce que le soya, c'est tout le temps récolté tard. Ouais. Dans mon cas. Fait que c'est pour ça que là, j'ai droppé des UTM quand même pas mal dans le soya pour me donner une chance d'en récolter au mois de septembre pour pouvoir semer du blé, justement. Ah ouais, ben c'est une sage décision parce que lui, je suis allé voir cet après-midi là, que selon moi, c'est mon plus beau champ de blé d'automne de la région. Lui, on avait semé un double zéro comme maturité de soya l'année passée, puis semé fin avril. Là. Fait que, on a récolté ça, on va être peut-être 12 septembre, puis on l'a récolté tôt, là, peut-être même légèrement humide, là, pour dire, regarde, on sort ça du champ, puis on sème le blé. Puis on met ça, on a semé le blé autour du 15 septembre. Puis on a une super automne aussi l'année passée. Là. Fait que le blé, il a eu le temps de s'installer et tout ça. Fait que non, ça, c'est un grand facteur de succès, là, de faire ça. Semer à la volée, encore plus tôt, avant que le soya, les feuilles commencent à tomber. Est-ce que tu crois à ça ou non? Ben, j'y crois si toutes les conditions sont propices. C'est la meilleure façon de faire, de semer fin août, début septembre, de lancer du blé qui germerait tout de suite dans du soya. Puis at large aussi, là, pas en rang, là, qu'il y en aurait vraiment partout. Ça serait super. Ça, j'en ai vu. La meilleure année, là, ça a été entre 2017 et 2018, là, qu'on a eu une très belle hiver qui a permis au blé de faire une belle job. Là. Mais je trouve qu'il y a trop de facteurs qui peuvent nuire à l'implantation. Là. Tu sais, tu vas lancer du blé à voler, s'il ne mouille pas, il ne germera pas. Si tu l'as mis un peu trop tard, il y a déjà des feuilles au niveau du sol. Fait que si le blé tombe sur une feuille, il ne germe pas. Si tu as une mauvaise herbe, le blé tombe sur ces mauvaises herbes puis il ne germe pas. Après ça, tu as des insectes qui vont manger le blé à la surface, mais qui ne le mangent pas dans le sol, la limace. La limace, elle, le blé, aussitôt qu'il commence à avoir envie de germer, est capable d'aller manger le germe qui commence à être tendre. Fait que la limace va partir juste avec le germe du blé. Fait que finalement, il ne germe pas. Les pesticides qu'on va mettre résiduels, eux autres, ils vivent dans... Ben, ils vivent. En tout cas, ils scellent le premier 1/4 de pouce du sol. Tu vas mettre ton blé directement dans cet endroit-là. Fait que, exemple classique, Pursuit, que tu vas mettre dans le soya, qui va vraiment faire un seal à la surface, ben ton blé va germer dans cet environnement-là qui contient des pesticides. Fait que ça va y nuire. Fait que encore... Moi, en tout cas, mon école de pensée, c'est sème un soya beaucoup plus hâtif, récolte-le le 10-15 septembre, puis
puis va placer ton blé en semi-direct à 3/4 de pouce, 1 pouce dans le sol. Là, tu vas garantir ton succès. Puis, c'est quoi la perte de rendement dans le soya que tu vas avoir entre un double 0 puis un 0,5? 0,1 tonne à l'heure? Puis encore. Ouais, puis la preuve, tu sais, chez vous, on fait des parcelles à chaque année. Là. Toute une zone qu'on pourrait faire du 0,9 facilement, du 1, 1,2. C'est quoi les meilleurs dans les 3 dernières années? Les 0,3 et les 0,5. Oui, c'est les soya actifs qui rentrent plus. Puis en plus, souvent, ils sont prêts dans le mois de septembre. En plus, tu aurais été capable de les récolter. On attend tout le temps que les tardifs soient prêts pour les récolter à parcelle pour finalement se faire clencher par les plus hâtifs qui étaient prêts en premier. Fait que c'est pour ça, moi, un coup j'ai réalisé ça, je pense qu'on peut dire sacrifier peut-être quelques kilos à l'acre, mais pour te garantir une superbe année de céréales d'automne. Puis après céréales d'automne, c'est là que la magie opère. Là. C'est là qu'on va être capable de mettre notre chaux, notre fumier, nos engrais verts pour préparer la culture la plus payante de toutes, qui est le maïs. Exact. Puis moi, en Cuma, on a acheté un épandeur qu'on doit être bien à la veille d'avoir. Là. On est rendu quand même, on s'approche de la fin mai. Là. On est supposé l'avoir à milieu de mai. Oui, on a hâte de le voir. C'est ça. Puis le but de cet épandeur-là, dans mon cas, c'était surtout pour aller épandre des céréales dans le soya à défoliation. Mais tu sais, le blé d'automne, c'est sûr que je veux continuer à le semer avec ma semeuse. Et dans le restant, c'est de faire un mix, mettons, seigle, avoine, pour avoir une belle couverture à l'automne, mais avoir un petit peu de seigle qui repousse au printemps, pour avoir de quoi de vivant, tu sais, 12 mois dans l'année. Et puis, ça donne que la mi-rotation aussi, là, on s'en est parlé aujourd'hui, que j'ai des champs qui sont en soya cette année, qui retournent en soya l'année prochaine. Fait que ces champs-là, ça va être une grosse dose de seigle à défoliation. Même affaire. Tu sais, même s'ils ne passent pas l'hiver, c'est pas grave, je retourne en soya. Ça, c'est pas grave. C'est pas ça que tu veux, toi. Tu veux juste un couvert végétal. Là. Tu veux pas un rendement l'année prochaine. Fait que, non, c'est ça. Non, dans cette situation-là, c'est vraiment parfait. Puis, Alex est allé visiter un de mes champs d'orge que j'ai semé. Là, il arrive, il me dit « Ouais, t'as du seigle qui repousse partout. » Pourtant, je pensais qu'il l'avait tout bien brûlé. Là, il y avait des lisières, OK, bon, j'ai comme fait mon 5 2 fois, mais je me suis pas rendu assez loin. Bon, j'ai arrosé à quoi? À peu près 11 gallons à l'autre. Fait que je mets la switch à on, puis je me mets à avancer. Puis souvent, je refais le 5 parce que au début, il y a juste de l'eau dans la rampe. Fait qu'il faut que je le fasse. Mais je ne m'étais pas rendu assez loin parce qu'on voit encore du seigle. Fait que là, quand je suis allé l'arroser, tabarouette, j'ai du seigle à grandeur. Ouais, là, c'est pas un problème de buse, c'est pas un problème d'arroseuse. Là, à un moment donné, j'ai dit, tabarouette, OK, si vous faites ça, faites une chose, faites pas ce que j'ai fait. Arrosez avant. Moi, j'ai semé et j'ai arrosé le lendemain. Donc, les plants de seigle qui étaient enterrés par la semeuse, ils n'ont pas été traités au Roundup, eux autres, là. Fait que, eux autres sont en train de repousser. Fait que j'ai un champ, c'est bien de valeur, mais qui ne classera pas pour l'orge de brasserie. Ça, c'est sûr et certain. Il va y avoir trop de seigle. Votre bière, elle va goûter le rail. Ouais, ça va faire des rails sessions, ouais. Fait que, malheureusement, j'ai manqué mon coup. On apprend. Il faut faire des erreurs. Quand tu ne fais pas d'erreurs, tu n'apprends jamais. Et voilà, c'est en plein ça. Mais effectivement, c'est vrai ce que tu dis. Si tu veux que le Roundup travaille bien, il faut pas bouleverser la plante. Il faut qu'elle ait le temps de l'avoir sur elle. Il ne faut pas qu'il y ait de terre qui vienne obstruer. Exact. Fait que c'est un problème. Là, quand j'ai revu la hauteur des plants, je dis OK, il est enterré. J'ai arrosé. Fait qu'après ça, lui, il est en train de retiger. On voyait qu'il n'avait absorbé. Tu sais, je voyais les plants, là, il avait eu envie de jaunir, rougir, puis là, tu vois, il redécollait. Fait que la dose qui a été transloquée aux racines n'était pas suffisante. Là. Non. Puis le pire, c'est que l'orge n'a pas l'air d'avoir été affecté sur quoi que ce soit. Mais tu sais, j'avais pas beaucoup de seigle non plus. Bon, j'ai pris du stock que j'avais dans mes big bags au garage. J'ai mis ça dans un barlot d'engrais de la coop. C'était ouvert à peu près. Fait que tu sais, la dose que j'ai appliquée, la dose que j'ai... Tu sais, il n'y a pas de balance sur rien. Fait que je ne sais pas comment j'en ai mis. Mais tu sais, il n'y avait pas assez de seigle, mettons, pour dire un effet alléopathique ou quoi que ce soit. Il n'y a pas eu cet effet-là. Là. Mais au moins, j'avais un petit quelque chose de vivant. Puis c'était ça que je voulais faire. Mais là, c'est rare que j'ai pas fait souvent des SVC dans ma vie. Là.
C'est là-dessus que je veux m'en aller de plus en plus. J'organise pour avoir des soya qui vont être plus hâtifs, pour pouvoir sortir, pour pouvoir semer dedans ou quoi que ce soit. Je m'enligne vers ça, mais tu sais, c'est une saison à la fois, puis on apprend aussi au travers de ça. Là. Fait que c'est pas évident non plus. Là. Non, exact. Fait que, c'est pas si grave. Là. J'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça. Mais d'après moi, ça ne pourra pas classer l'orge de brasserie, à moins que tu ailles couper les épis de seigle. Ouais, il va trop en avoir pour faire ça. Fait qu'on on va le mettre à part, puis on le vendra à part. C'est pas plus grave que ça. Là, tu nous as fait le bilan du blé d'automne. On ne parlera pas de maïs. On ne parlera pas de soya non plus. Pas de suite. Il y a quelque chose qui s'en vient. À partir du 8 juin prochain, on va faire des lives de façon mensuelle. Donc, pour tous ceux et celles qui participent avec l'application GrainWiz pour remplir à chaque semaine l'état des cultures, la quantité de maïs que vous avez semé, quantité de soya, ce qui était émergé. En tout cas, on suit les cultures à toutes les semaines. Toutes les données sont compilées. Donc, une fois par mois, on va faire un live, justement, pour faire le résumé du mois. Donc, je fais ça avec l'équipe de l'état des cultures, de la tournée des grandes cultures du Québec. Et puis, Jean-Philippe, il va comme co-animer un peu avec moi, si on peut dire, avec 4 autres invités. Puis, les invités vont changer de mois en mois. Donc, on a ce petit projet-là sur la table pour s'amuser, en fait. Là. Donc, à partir du 8 juin prochain. Après ça, ça va être des premiers mercredis de chaque mois. Pourquoi qu'on ne le fait pas le 1er juin? Jean-Philippe est parti à la pêche. C'est pour ça. Fait que voilà la raison. Bonne raison quand même. Ben oui, c'est une bonne raison. On en profiter. Ben oui, il faut bien qu'il s'amuse, tu sais, lui ici, là, parce que ça a l'air de rien, mais tout ce qu'il fait, là, la lettre financière qui s'achève, mais tu sais, il y a quand même beaucoup de travail, là, Jean-Philippe, là, on se le cachera pas. Donc, on fait ça un peu en complémentarité, si on veut. Alex, tu me connais depuis longtemps. Tu sais que je suis pas quelqu'un qui refuse souvent des offres pour de faire des expériences. Ben non, ça c'est reconnu. Je pense que tu aimes ça, le développement de l'agriculture. Sur les terres, on s'entend, on parle d'expérience sur les terres. Oh, oui, je ne veux pas parler de tes expériences dans la couchette. Non, moi. Donc, depuis une couple d'années, j'en fais en bas. Sur mes terres en bas, ce que ça inonde, on s'enligne pour faire la 4e année. C'est le pôle d'expertise, donc on fait des expériences. Présentement, les expériences qu'on fait, on fait des bandes riveraines de 4 mètres, des bandes riveraines améliorées de 4 mètres. Après ça, ils vont prendre des collectes de données. Et il y a plusieurs personnes qui marchent dans les champs. D'autres champs, c'est des bandes riveraines de 2 mètres avec d'autres sortes de cultures. Encore là, des prises de données, de l'analyse de données. Beaucoup de travail qui sont faits au niveau des chercheurs. Cet hiver, qu'est-ce qui est arrivé avec les terres qui sont dans les littoraux de rivières ou de lacs? Le fameux régime transitoire des terres en littoral. Là. Yes, sir. Fait qu'ils sont arrivés avec des bandes de 3 mètres. Merci, bonsoir. On n'en parle plus. Fait que là, moi, cette année, l'expérience est encore reconduite. Là, imagine, mets-toi dans la peau d'un chercheur, là, où ce que tu travailles sur un projet de recherche, tu vas faire des prises de données, tu coaches du monde à aller prendre des données, tu fais l'analyse de ces données-là, puis à un moment donné, tu te réveilles un matin, le gouvernement annonce ben là, ça, c'est des bandes riveraines de 3 mètres. OK. On était en train de faire des recherches. Ben oui, on travaillait justement là-dessus pour voir si c'est 2, 3, 4 qui serait le mieux, puis avec quoi. Exact. Fait que là, ils sont arrivés avec ça, tu sais, Moi, là, personnellement, je me mets dans la peau d'un chercheur, là. Écoute, je suis en tabarnak, là. Ben oui, ça servait à quoi ces recherches si des grands bien-pensants en ont décidé autrement? Exact. Là, c'est comme... on fait ça pour rien, là, je sais pas, là. Là, c'est pas... La décision du gouvernement, c'est pas de la science, là, parce qu'elle n'est pas encore finie, la science, là. Ils sont en train de faire la recherche, les analyses de données. C'est pas fini encore, là. Fait que là, c'est carrément de l'idéologie. Ils sont carrément... Oh, ouais. Tu vois bien qu'ils veulent rien savoir de la science, là. On dirait qu'ils ont bien peur de ça, la science. Puis,
même que je suis même prêt à aller un petit peu plus loin. On enregistre aujourd'hui, on est le 23 mai. Les terres sont inondées au mois de mai de manière anormale, qui ne l'était même pas de même au mois d'avril. On dirait que c'est arrangé avec le gars des vues pour avoir ouvert le barrage à Cornwall là, pour inonder en bas, pour essayer de nous faire chier pour qu'on somme encore plus tard. J'ai pas d'autres mots pour l'expliquer. Il n'y a aucune explication. Là. Le niveau des rivières, il est tout faible ici. Là. Je ne parle pas du Saint-Maurice, ça Rive-Nord, là. Mais toutes les rivières ici, ça fait des semaines que tout est fondu. Il n'y a aucune raison que le niveau du fleuve monte au niveau qui est là. Ça, là la route 155, elle est inondée, là, pas loin de la Tuque, là. Mais on s'entend que l'eau qui est dans le Saint-Maurice, elle ne remonte pas dans le lac, là. Non. Il y a du courant dans le fleuve, là. Ça redescend, là. Ça descend vers Québec, là. Fait que ça revient pas dans le lac. Fait que c'est pas la rivière Saint-Maurice. Si le niveau du fleuve monte, là, ça vient des Grands Lacs. Là. C'est ça. Fait que ça arrive des Grands Lacs. Fait que moi, en tout cas, c'est ça. J'étais un peu... j'ai commencé à réfléchir à ça, puis d'après moi, il y a comme eu un... Traitez-moi de complotiste si vous voulez, là, mais écoute, là, c'est pas normal, là. Que ça allait monter tard de même alors que tout faisait beau. Il fait beau, il faisait chaud quand on a planté le maïs puis le soya. Puis ça inonde. Non, c'est pas normal, là. Pas normal, là. Puis, d'autres expériences aussi que je fais, c'est avec le laboratoire vivant d'Agriculture Canada. Ils font des expériences de laboratoire vivant dans toutes les provinces canadiennes. Au Québec, ils sont autour du lac Saint-Pierre, donc 3 zones autour du lac Saint-Pierre. Il y a moins ici qu'on est au sud du lac Saint-Pierre. Il y a une petite expérience sur la Rive-Nord, je ne me souviens plus du nom. Puis il y a aussi le pot au beurre avant d'arriver à Sorel. Je ne sais pas le Caplet, par exemple. Ouais. Dans le pot au beurre là-bas. Moi, des expériences qu'ils font chez nous, c'est dans une bande riveraine, en fait. C'est de faire la récolte ils ont mis des verres à bière accrochés dans la bande riveraine avec de l'eau dedans. Les verres ont différentes couleurs. Là, ils sont en train de tester, voir quelle couleur attire le plus les insectes pour essayer de faire un décompte d'insectes pollinisateurs qui viennent dans ma bande riveraine. Donc, c'est un décompte de bourdons, d'abeilles et tout ça? De gagne? Tu as des abeilles domestiques, les abeilles à miel, que tout le monde connaît, les bourdons, et puis toutes les abeilles autres, souvent c'est des abeilles solitaires, des abeilles qu'on ne connaît pas, mais qui font pas de miel, qui font du... Mettons, je prends par exemple les abeilles maçonnes. Ceux qui sont comme dans une paille, par exemple, là. Ils pondent des œufs de femelles dans le fond, ils font un petit mur, ils mettent du nectar, puis ils font un petit mur. Ils repondent un autre œuf, ils remettent du nectar, font un petit mur. Puis, mettons qu'il y en a 7, fait que les 5 premiers, les 5 au fond, c'est des femelles, puis les 2 sur le bord, c'est des mâles, parce qu'ils sont capables de pondre ce qu'ils veulent, les abeilles. C'est bien fait, pareil, dans le dur. Parce que les premières abeilles qui sortent, c'est des mâles. Fait que là, les mâles, eux autres, ils restent au ras du trou. Quand les abeilles sortent, ils viennent féconder les femelles, puis une fois que le job est fait, ils tombent à terre, ils sont morts. C'est tout ce que ça fait un mâle. Sont utiles, mais plus ou moins. Ouais, c'est ça. Ils font ce qu'ils ont à faire, puis après ça, merci, bonsoir. Puis, c'est ça. Il y a les abeilles, bon. Si on prend, ils ont mis les pièges environ des alentours du 10 juin, dans ce coin-là. Fait que dans les premiers pièges, tout ce qui est en basse saison, puis après ça, plus qu'on avance, parce qu'ils venaient de récolter aux 2 semaines, la catégorie abeilles autres, elle s'en va tout le temps en diminuant. Mais la catégorie bourdon, elle s'en va en augmentant. Mais la catégorie abeilles domestiques est pas mal autour, mettons, 10%, 15%, 15%, 30%. À un moment donné, il y avait une collègue qui n'en avait pas pantoute. 30%, 5%. Tu sais, ça se maintient là, tout le temps un peu, là, mais pas tant que ça. Puis, dans les abeilles catégorie autres, ils ont compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
peut-être même plus. En tout cas, il y en a 10 qui ont été capables de nommer le nom. Puis il y a 3% de autres. Fait que 10 sortes d'abeilles solitaires, plus d'autres sortes. Fait qu'il y en a quand même pas mal. Puis il faut dire aussi que dans ma bande riveraine, Alex la connaît, j'ai une grosse bande de trèfle dedans. Entre la décharge et le pays de plastique où sont mes arbustes. Parce que c'est des bandes riveraines arbustives que je fais dans mon cas chez nous. Fait que... puis c'est ça. Puis j'ai aussi, dans une autre bande riveraine, tu tiens qu'une station météo. C'est pas grand-chose, une petite station météo que Agriculture Canada peuvent suivre pour avoir les données de météo là, directement sur le site. Au début, ils voulaient le mettre où les expériences se font. J'ai dit, ouais, la station météo sur le bord du chemin, j'aime pas bien ça. Elle met de la en arrière du garage. Ouais, ça va disparaître sinon. Elle va être plus safe en arrière du garage. Fait que la fille a dit, ah ouais, c'est pas fort, ça, c'est pas fou ça. Parce que de toute manière, la distance entre les deux, il y a peut-être quoi? Il y a 4 arpents à peu près. Là. Fait que c'est pas. Il n'y a pas une grosse distance entre où sont les expériences et la station météo. Mais ils vont faire ça cette année, cette expérience-là? Ils la refont cette année. Les pièges ont déjà installés, ont recommencé beaucoup plus tôt. Il était supposé de commencer en 2020, mais en 2020, c'est quoi qu'il y avait eu? Ah ouais, je pense qu'il y avait un virus, là, le COVID, là, qu'il appelle. Là. Ça, c'est-tu du singe, le COVID du singe? Je ne sais plus, là. On est rendu tout mêlé. Non, mais c'est ça. En 2020, tout est annulé. Tu as supposé de commencer là. En 2021, après ça, les expériences ont repris. Mais c'est pas mal intéressant de voir le nombre d'abeilles, mettons, qui peuvent se retrouver, là, qu'on ignore totalement. Là. Qu'on ignore totalement. Dans nos bandes riveraines et dans nos fleurs. Non, mais c'est intéressant, ça. Good. Alex, pas loin de chez vous, le marché Godefroy, tu connais ça? C'est sûr que tout le monde connaît ça. Si vous passez sur la route 55, l'autoroute 55 jusqu'au sud du... Juste au pied du pont de Trois-Rivières, au pont La Violette. Le pont La Violette. Je pense que ça a commencé en fin de semaine, le marché Godefroy. Puis je regardais ça un peu sur Facebook, là. Écoute, il y a eu 4 personnes dans mon Facebook qui ont passé à mon podcast qui sont présents au marché Godefroy. Ah ouais, comme posant là, qui tiennent un kiosque là-bas? Ouais, j'en ai 3 qui ont un kiosque. Audrey Fontaine des Jardins La Brouette, elle a un stand de ses semences qu'elle va vendre dans le kiosque de la Ferme des Hommes, qui se trouve être ses voisins, en fait. Fromage Warwick, les frères Lemay qui ont un kiosque là qui vendent le fromage puis le lait à 5,2% que tu avais goûté chez nous. Ah, il est incroyable. Oui, ça c'était vraiment bon. Jasmin Hamel, les frères de feu, qui avec ses sauces piquantes, pas barbecue, c'est vraiment des sauces piquantes. Et celui qui est diffusé depuis mercredi dernier, René Bougie de la Mielerie King à Kings FL, qui a aussi un kiosque au marché Godefroy. Mais il ne vend pas d'alcool, je pense. Ça doit prendre un permis, j'imagine, pour vendre de l'alcool, là, mais il n'y en a pas. OK. Il ne fait pas d'hydromel, lui, chez eux, rien? Oui, il fait de l'hydromel, mais il fait aussi des sauces à partir de son miel. Fait que c'est des sauces barbecue, d'autres sortes de sauces là, qu'ils vendent là. Mais d'après moi, ça doit prendre un permis, d'après moi, pour vendre de l'alcool. Ouais. Probablement, oui. La SAQ s'est mis là-dedans, c'est sûr. C'est ça. En tout cas, sur la photo que j'ai vue, il n'y avait pas d'air d'avoir d'alcool. Fait que, non, je suis vraiment content de voir ça. Que ces producteurs-là qui aillent passer au podcast, puis je ne savais pas, moi, qui était pour aller au marché Godefroy. C'est quelque chose que j'ignorais totalement, mais tu sais, ça a fait une belle visibilité, là, puis je suis vraiment content pour eux autres, là. Ah, c'est clair, là. S'ils peuvent se faire connaître encore plus. Ben oui. Hey, écoute, dernier sujet. Oui. Vendredi passé, parce que là, on est aujourd'hui le 23 mai. Vendredi passé, c'est-à-dire le 20, pour ma première fois, j'ai fait la tournée la tournée des portes ouvertes des équipementiers acéricoles. Ils se basent tout le mot. C'est toute la même fin de semaine, tout le monde, vendredi, samedi. On dirait pendant les semences. Ouais, habituellement. Ou un peu après, là, mais. Ouais, c'est ça. Ben, pour eux autres, plus personne, tout le monde est désemployé.
Ouais. Après le rush, eux autres, ouais, je comprends. C'est ça, exact. Ben, c'est là qu'il y a les plus grosses escomptes aussi de l'année quand vous voulez vous équiper. Là. Écoute, on a fait 3 places. Je suis parti avec mon père. On est parti à 7 h, je pense, le matin. On a fait de même. 7 h, 7 h 15 dans ce coin-là. Fait que c'est toutes des places que j'avais jamais été. Je me suis promené pas mal, mais pas tant que ça, je pense, finalement. Je fais bien du millage, mais autour de la maison. Mais là, t'es allé découvrir le plus beau coin de pays. Là. Ben, on a commencé par Thetford Mines, chez DSD Star, où les autres font des chalumeaux, les 225 millième. Il y avait une autre compagnie qui exposait là aussi, BHR Expert. Eux autres, ils font une trappe à vapeur, ce qu'on met entre le relâcheur et la pompe. C'est un nouveau modèle de trappe. C'est vraiment ça qui m'intéressait d'aller voir. Fait que j'ai parlé au propriétaire qui s'appelle Maxime Allé. Ensuite de ça, on est parti, on a commencé dans la Beauce à Saint-Ephrem chez LS Bilodeau. Hey, je connais ça, Saint-Ephrem. Ça, c'est pas loin d'où ce que tu deviens, ça. Ça, c'est pas mal à côté. C'est le frère à LS Bilodeau, dans le fond, qui a racheté le site à mon père qui vendait des fraises. Ah oui, OK. Ouais. Dans le fond, mon père avait un kiosque à 271. Puis lui, LS Bilodeau, c'est quoi son prénom? C'est Sylvain? Sylvain. Ouais. Le frère à Sylvain, dans le fond, a racheté comme le kiosque et tout ça. Puis il fait des fraises, le frère à Sylvain. Fait que dans le fond, il vend ses fraises sur le site puisque mon père vendait des siennes. Ah oui, fait que comme, à côté de la maison de mon père. Ouais. Comme il a repris la relève, c'est pas mal de fun. Là. Il continue à vendre des fraises encore à la même place. Fait que si le monde était déjà habitué d'aller là, ça continue comme c'était. Ah ouais, on avait un maudit beau site. Là. Il en passe des chars d'une journée. Là. Ah, ça se peut. Ben, c'est pas un coin que je connais tellement, là, pour être bien franc. Là. Fait que, on est allé là-bas, on avait le droit à 3 consommations, je pense, 3 tickets. Fait que, un hot dog, un pain avec du beurre d'érable puis une bouteille d'eau. Mais, ils font des petits foyers extérieurs en stainless. Puis tu as une grille dessus. Tu peux faire cuire du steak là-dessus. Fait que... Ah non, c'est pas pire, ça. Ouais, un beau petit poêle. T'as pas donné, par exemple, c'est au-dessus de 900$. Puis je pense que vous pouvez même l'acheter sur Amazon, ce poêle-là. OK. Tu n'as acheté un? Mon père, il voulait en avoir un, lui. Finalement, il n'est pas parti avec, là. Je pense qu'il ne prenait pas la carte de crédit ou quoi que ce soit, là. Il voulait avoir le gros poêle là, pour mettre dehors avec les couverts et tout, là. T'as même des couverts que tu peux accrocher sur le côté. Tu sais, il y a un vent de côté, puis tu accroches le couvert. Le vent vient par en arrière, puis tu accroches le couvert de l'autre bord. Fait que tu peux changer ton couvert de place. T'as quand même assez bien fait. Ça, c'est Bilodeau qui avait ça? Yes, LS Bilodeau, oui. Puis il y avait d'autres produits aussi que... Ben, pas tant que ça, finalement. C'était pas... Il y avait oui, c'est vrai, il y avait un champion qui était en fonction, qui fonctionne à biomasse, puis à granule, puis là, lui, Sylvain, ça te fait son show pour rentrer une grosse bûche dedans. Écoute. Hey, mais on l'a vu son vidéo, là, qui essaye de rentrer la méga bûche. Ouais. C'est parce que je l'ai dit à sa fille, mais tu sais, je me suis retenu quand même, là. J'ai dit, écoute, là, c'est bien beau ta bûche, mais c'est pas un F5 que t'as, là, de la pierre. Et tabarnak, elle l'a pas trouvé drôle, elle. Tu l'as nargué pas pire, toi. Ouais. Puis ensuite de ça, on est parti de là. Fait qu'on a fait encore une grosse heure de route pour se rendre à Saint-Ludger, chez Équipement Lapierre. Et maintenant, on s'en va, puis on suit la route. On voit une pancarte. Bienvenue en Estrie. Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là? Regarde Google. Saint-Ludger. C'est bien en Estrie. Municipalité de l'Estrie. Ah! On a tout le temps pensé que c'était dans Beauce. Tout le temps. J'aurais jamais pensé que c'était en Estrie. En tout cas, peu importe, ça ne change pas. C'est loin en tabarnak, Saint-Ludger. Maudit que c'est profond. Ah non, t'es juste à 20 lignes pour les États. Là. Oh oui. Mais écoute, il avait loué eux autres, comme le centre communautaire avec la patinoire en arrière. On a mis les champions sur la patinoire. Ben là, on s'entend qu'il n'y a pas de glace, là, tout sur l'asphalte. Mm-hmm. Tout le centre communautaire. Là. Il y avait une conférence de Stéphane Guy aussi qui était là.
Celui qu'on a vu souvent là, oui, chef puis, dans la cabane à sucre du pied de cochon. Hein. C'est ça, exact. Puis celui qui a la page érable et chalumeau. Oui. Il a fait une conférence. Bon, on n'a pas appris grand-chose. Il m'a dit, ben, franchement, c'était pas mal des choses qu'il avait déjà parlé, fait un résumé de ce qu'on se connaissait un peu déjà. Là, beaucoup de nouveautés chez Équipement Lapierre, mais tabarnak! C'est cher, c'est cher de ce stock-là. Ils sortent de quoi de nouveau? C'est combien? C'est 10 000. 10 000? Ça? Un filtreur à piscine avec une pompe. En stainless, on s'entend avec un bassin, là, mais tabarnak, OK, c'est beau. Puis, mettons, telle affaire, ça coûterait combien, ça? Ah, c'est tel prix. OK. Un sprinkler pour mettre dans un relâcheur. Ah, ça, c'est pas cher, c'est une centaine de piastres. Un sprinkler, asti. Ah, il n'y a rien de donné à cette heure, hein? Ah, non. Non, c'est sûr. Puis je parlais avec un gars, il comparait le prix des bassins, mettons, entre un qui fait ça en petite tôle, puis, mettons, du Lapierre. Bon, ça passait du simple au double. OK, mais c'est comme acheter un Belarus ou un K-Center, là. Belarus va faire la job, mais ça se pourrait que tu t'écœures aussi, là, assez vite, là. Fait que, tu sais, c'est un peu de même que je voyais ça, là. Mais, c'est sûr qu'il faut payer un peu de la qualité, mais il y a quand même des limites. C'est ça. C'est parce que là, moi, j'étais en train de vu que j'en ai acheté une érablière, il faut que je l'équipe. Puis là, moi, je suis rendu à magasiner, comme je disais, la trappe d'humidité. Ben, pas la trappe d'humidité, mais vraiment une trappe à vapeur. Parce que quand on marche à haut vacuum, puis que ton système est étanche, tu as plus de vapeur qui va rester emprisonnée dans la pompe ou quoi que ce soit. Parce qu'il n'y a plus d'air qui voyage. Quand il y a de l'air qui voyage, l'humidité, elle sort, c'est pas grave. Mais la trappe d'humidité, c'est rien que si jamais il y a de l'eau qui rentre, il y a une flotte, ça va faire arrêter la pompe. Mais la trappe à vapeur, elle, mettons, si je prends la BHR Expert, l'air qui arrive du relâcheur, elle rentre en bas. Fait que là, tout l'air rentre en haut, ça passe dans des cartouches comme en plastique à 5 microns. L'air passe, mais pas la vapeur. Pas l'humidité. Là, la vapeur, elle va toute perler, puis elle va tomber en bas. Puis tu fermes une valve, tu en rouvres un autre pour la drainer. Puis il n'y a rien qui arrête. Fait que tu peux drainer ta trappe d'humidité sans qu'il y ait rien qui arrête. Fait que là, c'est pas mal. Une trappe d'humidité normale, c'est peut-être 300$, mais ça, on parle d'un 1000$. C'est pas mal plus cher. Là. Mais on a une bien meilleure protection pour la pompe, par exemple. Parce que quand mettons, tu as une pompe Airablo, puis ton système est étanche, tu as de l'eau qui se retrouve dans l'huile, mais tu as du sucre aussi dans l'huile. Puis c'est le sucre, à un moment donné, que ça vient faire maganer ta pompe. Fait qu'il est là le problème, c'est surtout à cause du sucre. Fait qu'il faut ça prend de quoi. Tu sais, t'es rendu à haut vacuum, t'es rendu performant, mais ça prend des équipements performants aussi qui viennent avec ça. Là. Ouais, c'est ça. T'as d'autres contraintes. C'est ça, t'as pas le choix, il faut que tu t'upgrades. Fait que c'est pareil, tu sais, regarde le planteur que j'ai un planteur haute vitesse, full technologie. Fait que faut que les équipements suivent avec ça. Ça prend le GPS pour bien faire, des fermetures de rang automatiques, puis tout. Puis ça a de l'air con à dire, là, un SWAT control sur un sirène, mais écoute, il vient avec le planteur, là. Elle vient avec, là. C'était ça, il venait avec, là. C'était le planteur que je voulais avoir, mais il était à full équipe. J'ai pas d'option sur mon planteur, moi, ça venait à full équipe. Donc, on aurait fait pas mal de tour. J'avais-tu d'autres choses à parler, mon Alex? Non, mais je pense qu'on a quand même fait le tour. On va se garder des sujets pour notre prochain au début juin. Oui. Début mi-juin, là. Habituellement, on enregistre plus tôt que ça, pas mal, cette émission-là. Mais là, mettons que la période des semences a été très intense. Oui. Oui, j'essayais de... mais c'est fou à cette heure, hein. Moi, c'est ça qui me dépasse. Ça fait 20 ans là, que je travaille dans le milieu, là, mais maintenant, quand ça commence à semer, ça dure 4 à 5 jours. Tu sais, les gens, ils ont plus de main-d'œuvre. Qu'est-ce qu'ils font? Ils élargissent les planteurs. Ouais. Fait que, j'en ai un, là, il y a un planteur à Soya. Il dit, Alex, relax, je fais 400 autres par jour. 3 jours, je finis mon Soya. Tu sais, tout est au ProBox. Il y a quelqu'un qui l'approvisionne avec le Seed Runner, puis ça remplit. C'est incroyable. Vraiment, là. Fait que c'est pour ça que c'est aussi intense. Ça dure pas longtemps, mais c'est vraiment intense, cette période-là. Là. Ben, regarde, moi, mon maïs, ça m'a pris 2 jours le planter, mais je n'en avais pas grand non plus cette année, là. Plus la parcelle. Oui, mais quand même. Tu sais, ça a juste pris ça, là. Oh, oui. Tu as fait une parcelle là-dessus, puis... Le soya, j'ai commencé le jeudi après-midi.
Puis samedi soir, j'avais fini. Puis là, je suis aux petites poches. Puis la boîte est dans la cour. Tu sais, mon père était parti. Ton père, es-tu là pour t'aider? Non, mon père est au Mexique. Moi, là ça va bien. Là, mon père est en vacances. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Là, il a bien le droit d'y prendre. Là. Je me débrouille. Là. C'est pas un problème. Là. Quand même. Mais, tu sais, avec le planteur que j'ai aussi, j'ai resté dans le sirène, mais j'étais à haute vitesse. Fait que je suis capable de faire plus de semi-direct aussi. Fait que, tu sais, c'est toutes des affaires qui fait que je peux m'éliminer de la main-d'œuvre, moi aussi, de mon bord, puis je suis quand même assez efficace, puis je peux promener avec le planteur plein dans le chemin parce que mon engrais est quand même dans une grosse boîte en métal. Et contrairement, mettons, au planteur cyclo qu'on avait avec des boîtes en fibre de verre, où ce que de promener dans le chemin avec ça, c'était pas la meilleure idée, mettons. Là. Ouais, ça vient chambranlant. Ouais, c'est ça. Puis c'était pas un planteur qui était fait aussi solide. Fait que là, on s'organise en conséquence. Je fais mes semences tout seul. Moi, j'ai aucun problème avec ça. Puis ça prend pas de temps à cette heure, là, comme tu disais. Là. Le planteur, c'est plate. Je fais 12 paiements par année pour à peine 7 jours d'utilisation dans mon année. Oui, mais tu as profité de la fenêtre optimum pour planter. Oui, c'est ça. Avant ça, on a déjà fait 800 orgues de blé d'Inde avec un planteur Siren. Je ne referai pas ça aujourd'hui, là. Ah non, c'est ça. Il faut que tu commences trop vite puis tu finis trop tard. Là. Ouais, c'est ça. Puis dans ce temps-là, on s'entend qu'on tournait peut-être semer des ronds, ce qui était encore humide. On les contournait, oui. On tournait plus tard. Avant le drainage et le nivellement, c'était ça. Oui. Ben, tu sais, aujourd'hui, on voit plus ça. Tu sais, avant ça, dans les années 90, là, c'était normal de rester pris en allant passer le vibro. Ben oui, ça arrivait souvent. Eh oui, à cette heure, je me promène en 4 roues, puis quand le champ est correct, ben là, je rentre dans le champ avec le tracteur. Je ne vais pas voir avec le tracteur. J'y vais avec le 4 roues. Le 4 roues, il ne brisera rien, lui. Puis, tu sais, à cette heure, là, on fait des farces. Des fois, je vois quelqu'un qui son tracteur, il n'a pas de roue double en train de planter. Je regarde, lui, il n'a pas de roue double. Moi non plus, j'en ai pas de roue double. J'en ai plus de besoin de roue double. Tu sais, le tracteur, de toute manière, il est fermé pour passer entre les rangs. Même si j'avais des roues doubles, ça va changer quoi? Tu sais, je rajoute du poids sur le tracteur. Là, j'ai pas. Puis en plus, c'est le même tracteur que je prends pour arroser. Puis les roues doubles, ils te nuisent quasiment quand tu arroses. J'ai plus de. Non, c'est ça. Tu n'as plus de besoin. C'est fini là. Anyway, il y a 4 roues motrices. Fait que, si jamais j'ai besoin d'embrayer de 4 roues motrices, j'ai pas d'affaires dans le champ, là, on s'entend. Mais, tu sais, c'est. Ah non, on fait ça le plus rapidement possible. Là, puis aux États-Unis, c'est pareil. Là, la capacité de faire des semences rapidement, ils l'ont aux autres aussi. Là. Aux autres aussi, les tracteurs grossissent, les machines grossissent, puis c'est fait dans une. Tu sais, des fois, les fenêtres sont pas longues, mais tabarouette, faut que tu clenches. C'est ça. Faut que tu puisses rentrer dedans, puis après ça, tu passes à autre chose. On est dans les arrosages, puis après ça, c'est l'azotage. Puis ça va être ça. C'est ça n'arrête pas. Donc, sur ça, yes. Alex, je te dis un gros merci. Et puis, à tout le monde, ben, on vous demande de partager sur vos réseaux sociaux autant que possible. Et puis, si le cœur vous en dit, de vous abonner sur mon Patreon aussi. Il y a cette émission-là qui est exclusivement sur Patreon. Le dernier mercredi du mois où on fait le Team Patreon, où que tous les abonnés Patreon, on participe à un Zoom et on parle de n'importe quoi. Puis j'ai Christian aussi en équipe de 1, ça c'est moi, qui vous jase tout seul de mes petites patentes de mon bord. Plus les shows réguliers, donc ça vient juste aider une petite production qui est complètement indépendante, qui est sans commanditaire aussi. Donc, sur ça tout le monde, je vous dis un gros merci, bye bye et à la prochaine. Merci à tous, à bientôt.